La communication dans le couple. Bonjour, Karine Boutelli, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Alors, communiquer correctement dans un couple est essentiel, évidemment, et pourtant, c'est là que le bas blesse. Nous partons dans la vie avec comme modèle nos parents, principalement, et selon si leur couple était un modèle ou pas, nous allons reproduire ou nous opposer à notre schéma familial. Et si nous n'avons malheureusement pas eu de parents ou par absence de l'un des parents, voire des deux, alors nous allons inventer au fur et à mesure ou tenter de reproduire un schéma de famille idéale de notre entourage, mais des manques seront bien présents. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de schéma familial idéal ou parfait, même si les apparences tentent à montrer le contraire dans certaines familles. Être un couple, c'est associer déjà deux individus différents. Mais cet individu porte en lui, comme nous l'avons déjà vu, son enfant intérieur, et il pourra en plus s'adresser aux autres, donc à l'autre, sur 3 niveaux. Le parent, l'adulte et l'enfant. En gros, nous sommes au minimum 6 personnes dans le couple, avec en plus des variantes dans ces 3 niveaux. C'est Eric Berne qui a posé ses bases dans l'analyse transactionnelle. Il part d'un postulat que les gens sont nés OK, c'est-à-dire que chaque être humain a de la valeur, de l'importance et de la dignité. Il pose un modèle fondé sur les 3 états du moi, le parent, l'adulte et l'enfant. Il crée les lois de la communication relatives aux échanges, nommées transactions. Une dynamique, le besoin de signes de reconnaissance commun est nécessaire à toute personne. Donc je ne vais pas rentrer ici dans le détail de l'analyse transactionnelle, mais juste pour vous dire que la façon de parler à l'autre va dépendre de ces 3 types de moi qui va se mettre en route, le parent, l'enfant, l'adulte, avec des sous-types. Ce jeu psychologique nous offre le choix entre 3 positions inconfortables, limitantes et douloureuses, que nous pouvons endosser à tour de rôle d'ailleurs. Déjà, être une victime. La victime se sent impuissante et irresponsable et espère que quelqu'un soulagera son malaise interne. Quand on endosse le rôle de victime, on cherche à dominer en apitoyant autrui. Je suis faible et on doit m'aider. La victime est davantage tournée vers elle-même, se sent impuissante et compte sur les autres pour régler ses problèmes ou ceux de la société. Être un persécuteur. Alors, le rôle du persécuteur, c'est faire souffrir autrui pour tenter, en réalité, de canaliser ses propres peurs et douleurs. Et quand on endosse le rôle de persécuteur, on tente de s'imposer ouvertement. Je dois leur dire comment il faut être et agir, car je sais mieux et j'ai raison. Le persécuteur est dans l'action, mais dans un rôle de redresseur de tort, un justicier, un donneur de leçons. Enfin, arrive aussi le rôle de sauveur ou sauveteur. Le sauveur vole au secours d'autrui, même quand autrui n'a rien demandé, pour son propre bien, et parfois au détriment de celui d'autrui, justement. Donc, quand on endosse le rôle de sauveur ou de sauveteur, on cherche en fait à dominer en se rendant indispensable. Les autres sont faibles, en gros, et je dois les aider. Je dois les aider. Le sauveur est tourné vers les autres et est dans l'action, ou parfois seulement dans l'intention d'action. Le triangle de Karpman, dit le triangle dramatique, a été nommé ainsi par Karpman parce qu'en relation avec ce que Eric Berne, père de l'analyse transactionnelle, appelle les 4 mythes ou 4 croyances. 1. J'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Du coup, vous vous transformez en sauveur qui va rechercher une victime. 2. Les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Et là, c'est moi qui suis en victime et je suis en attente d'un sauveur. 3. J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Et là, dans ces cas-là, c'est un persécuteur qui va rechercher une victime. Et 4.
les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux. Donc c'est une victime qui est en attente d'un persécuteur. Alors il faut bien comprendre que ces jeux, ces 3 rôles du triangle grammatique sont douloureux et source de conflits. Et chacun d'entre nous peut les jouer tous les 3 en fonction du contexte, des personnes en interaction et des circonstances. Et il faut bien comprendre que ces jeux sont inconscients. Nous ne nous en rendons pas compte au départ. Et c'est justement là le travail. Il va falloir repérer le triangle dramatique. Si l'un des partenaires ou interlocuteurs endosse l'un de ces rôles, nous aurons de grandes chances d'être entraînés dans le triangle. Et le problème est qu'une fois entré dans le triangle, chacun navigue entre ces 3 rôles, sans s'en rendre compte et sans trouver la porte de sortie. C'est impossible. Ainsi, il convient d'observer nos pensées, nous en revenons toujours à la gestion des pensées, pendant quelques semaines, et de voir les dialogues qui nous entourent. Et nous repérerons alors fréquemment ces jeux psychologiques, et nous verrons notre rôle là-dedans. Et une fois que cette prise de conscience est faite, nous pouvons y renoncer. Notre responsabilité est d'exprimer clairement ce que nous souhaitons ou refusons. Celle de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice est d'accepter ou refuser. Jacques Salomé décrit très bien le niveau de responsabilité justement que nous avons dans une relation d'écharpe, comme il l'appelle, l'écharpe relationnelle. Chacun est responsable de son bout d'écharpe. Je suis responsable que de ma moitié. L'autre est responsable de la sienne. Et nous sommes donc responsables de la façon d'envoyer notre message, et nous pouvons d'ailleurs travailler dessus. C'est là qu'entre en compte aussi le moi, de la façon dont on va envoyer le message, l'adulte, le parent, l'enfant, sur quelle forme, dans sa forme, son ton aussi. Si je vais être agressif, un parent un peu normatif, par exemple, va déclencher un enfant rebelle ou soumis. Et l'autre va être responsable de la réception du message et de son interprétation. Il va être vraiment primordial de repérer les jeux psychologiques en action dès le début de la relation. Mais le jeu peut être aussi comportemental. Par exemple, un des protagonistes n'est pas d'accord avec son interlocuteur, mais n'ose pas le dire parce qu'il n'aime pas les conflits. Et il va décider de quitter la pièce à chaque fois que l'autre va vouloir rentrer en communication, au lieu d'argumenter en adulte responsable. Il va se comporter en enfant rebelle qui fuit et se positionne en mode victime. Je me fais toujours critiquer, ça va jamais, de toute façon il y a toujours quelque chose à dire. Et puis en fait tout ça c'est dans la tête. Il va même partir claquer la porte ou bouder parce qu'il ne va pas accepter peut-être ou interpréter le message. Et l'émetteur du coup se retrouve immédiatement dans le rôle du bourreau, sans l'avoir demandé. Alors certes, il se peut que le message envoyé soit lui-même sur un mode accusateur, culpabilisant, donc dans un rôle de bourreau qui cherche finalement peut-être à trouver une victime. Vous voyez un peu, vous commencez à comprendre un petit peu. Mais tout ça, c'est inconscient, on ne s'en rend même pas compte. Et moi-même, qui ai beaucoup joué, puisque j'étais une grande joueuse, dans ma jeunesse, parce que je suis issue d'une famille qui joue, et après en couple aussi. Et donc, vous allez voir que tant qu'on ne prend pas et on n'assume pas la responsabilité de ce que l'on émet et de ce que l'on reçoit, et en fait, nous allons nous positionner en mode victime ou en mode persécuteur ou en mode sauveur. Apprendre à dire, dans ce que tu m'as dit, voilà ce que j'ai entendu, ou ou en abrégé, on peut dire, voilà, j'ai entendu, plutôt que dire, tu m'as dit, évite aussi beaucoup de malentendus et des désaccords. Parce que les désaccords, ils commencent généralement quand on dit, tu m'as dit. Parce que l'autre, tu vas dire, mais non, j'ai pas dit ça. Mais si, mais non, etc. Et c'est parti. Donc, elle seule, par exemple, l'écharpe relationnelle est un support, comme d'autres,
pour pouvoir commencer à travailler sur soi. Jacques Salomé a monté d'ailleurs son principe sur la méthode ESPER, donc je vous renvoie dans ses livres de Jacques Salomé, afin justement de sortir de ces jeux psychologiques, car ce n'est pas si simple que ça quand ça fait des années que on a l'habitude de fonctionner, de communiquer. Mais au fur et à mesure, plus nous prendrons conscience, plus nous verrons quand nous nous laissons embarquer dans cet état, dans ces jeux psychologiques, parce que l'émotionnel va être touché. Aussi, il va falloir observer, écouter et reformuler, en fait, pour couper court à l'escalade. Donc, je vous renvoie sur la vidéo, enfin, sous la vidéo, vous allez avoir donc les différents livres qui permettront de sortir de ce genre de piège. Sachez, pardon, que de nombreuses familles sont de grands joueurs depuis des générations et que, bien entendu, les protagonistes ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont dans des jeux psychologiques inconscients et malsains. C'est souvent après une thérapie que l'on s'aperçoit que nous sommes dans ces jeux et que nous sommes dans des relations biaisées, mais aussi quand nous sortons du noyau familial, notamment, parce qu'on apprend ces jeux souvent, très souvent, dans notre enfance, avec ces jeux en famille déjà, bien entendu. Donc j'arrête là aujourd'hui cette première partie sur le couple et sur les relations et sur ce qui se joue dans un couple. Je vous mets sous la vidéo quelques livres qui sont très intéressants, qui m'ont beaucoup aidé par exemple, afin de sortir de ces jeux psychologiques. Sachez que ces jeux psychologiques se retrouvent aussi au travail, bien entendu, mais avec aussi les amis. En fait, nous sommes des grands joueurs, il faut le savoir et il faut s'en rendre compte. Alors, le mieux évidemment, c'est de s'en rendre compte et de sortir de ces jeux et d'essayer d'être dans une communication d'adulte à adulte. Voilà. Donc, il y a plein de moyens de casser ça. Il faut le repérer dans le langage, dans le ton, dans la façon que l'autre va réagir et couper court. Des ateliers seront faits certainement dans l'année sur ce sujet, donc j'en reparlerai ultérieurement. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, pour cette première partie sur le couple. Nous verrons la prochaine fois, cette fois-ci d'un point de vue de ce qui est attendu dans un couple notamment. Et je me baserai cette fois-ci sur les langages d'amour de Gary Chapman, parce que je trouve que c'est un livre qui est très aidant, d'accord, pour comprendre un peu les attentes, parce qu'il y a évidemment la communication, mais il y a aussi les attentes dans un couple, d'accord? Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Vous me retrouvez donc sur mon site. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez besoin de conseils et de coaching et de thérapie. Sachez que tout est juste, il n'y a pas de culpabilité à avoir par rapport à vos fonctionnements. Quand je parle de victime qui est responsable, prenez conscience que vous avez le droit de passer par ces modes. Et d'ailleurs, nous commençons souvent une thérapie en mode victime. Et nous prenons conscience que nous avons un pouvoir, le pouvoir de dire non, de refuser, de reprendre son pouvoir, de ne pas se laisser embarquer dans ces jeux malsains, parce qu'en général, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il est important, primordial, je dirais même, de repérer ces jeux, en famille notamment, et de savoir communiquer avec les joueurs notamment. Voire même parfois, quand on a affaire à un manipulateur, et là je rentre sur le manipulateur par exemple narcissique, qui existe, la meilleure méthode c'est de fuir, quoi. Voilà. Alors je ne viendrai pas faire une vidéo, je laisse ça aux spécialistes vraiment qui ont tout un tas de choses sur les manipulateurs narcissiques, mais sachez qu'à partir du moment, c'est une forme de manipulation d'être dans ce triangle de Karpman, et il faut savoir s'en défendre et s'en sortir. Voilà.
Allez, j'arrête là cette fois-ci. Et je vous dis à la semaine prochaine. Très belle semaine à vous. Merci beaucoup.